Alors la gestion thématique est-elle la nouvelle solution universelle pour nos portefeuilles? Bien, sur cet atelier, nous avons deux spécialistes pour en discuter. D'une part, Estelle Ménard. Estelle, bonjour. Bonjour Frédéric. Estelle, vous êtes la responsable adjointe des gestions thématiques chez CPR-AM, on y reviendra. Et puis à vos côtés, Thierry Rigaudière. Thierry, bonjour. Bonjour Frédéric. Thierry, vous êtes responsable de la gestion thématique et mid-cap chez Rothschild & Co. Asset Management Europe. Alors, on va revenir plus en détail. On a 3/4 d'heure pour parler de cette gestion thématique qui occupe de plus en plus de place dans les portefeuilles. Il y a bien sûr un effet de mode, mais il n'y a pas que ça. Avant cela, je vais vous demander à chacun de présenter vos maisons, les faits saillants, l'essentiel en moins d'une minute. On ne retrace pas tout l'historique. Déjà en 1957, Jean-René Rothschild avait une idée. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur CPR-AM aujourd'hui ? Estelle. CPR-AM, c'est une société d'investissement ESG, c'est une société en pleine expansion innovante, c'est une filiale à 100% d'Amundi, mais néanmoins c'est une boutique qui gère un peu plus de 50 milliards d'euros. Oui, c'est ça, vous avez une autonomie de gestion, tant sur les fonds que sur le management des hommes. Exactement, exactement. Okay. Et en France, vous faites partie des gens qui, effectivement, depuis longtemps, font de la gestion thématique. Thierry. Oui. Alors, Rothschild & Co, c'est quoi ? C'est la branche de gestion d'actifs de la banque Rothschild & Co, qui est dédiée à la clientèle privée et aux institutions, et on gère environ 20 milliards d'euros. Oh, c'est pas mal aussi. Oui, c'est plutôt agréable. Hein ? Bon, et là aussi avec une expertise en gestion thématique. Absolument. L'intitulé de cet atelier, c'est est-ce que la gestion thématique est la nouvelle solution universelle pour nos portefeuilles ? Parce que depuis 2, 3, 4 ans, on parle de plus en plus de gestion thématique, il y a de plus en plus d'acteurs, de plus en plus de fonds très innovants. C'est vrai que c'est burgeoning, mushrooming, comme disent nos amis anglo-saxons. Est-ce qu'on peut essayer une définition de ce que c'est que cette gestion thématique qui se lance ? J'ai envie de dire que la gestion thématique, elle prend le relais un petit peu de la gestion sectorielle qu'on a connue il y a 10 ou 20 ans. Les fonds de santé, exactement, la techno, même au début des années 2000. Et puis nous, on a un fonds immobilier qui a plus de 30 ans d'existence maintenant. D'accord. Et donc, elle a évolué parce qu'on a vu aussi les limites de ce type de gestion. Et on a voulu élargir à un seul secteur des thématiques un petit peu plus larges en diversifiant cette approche sectorielle. Diversification, hein, c'est le maître mot pour vous. Estelle. La gestion thématique, finalement, c'est une gestion qui appréhende le marché de façon un peu différente, de façon transversale, à travers justement un thème qui peut regrouper, comme le dit justement Thierry, plusieurs secteurs. Mais c'est une gestion aussi qui se base sur des grandes tendances. Donc on identifie des grandes tendances qui vont soutenir la croissance, qui vont créer des opportunités de croissance et donc créer également des opportunités d'investissement. Et c'est un peu comme ça que je qualifierais finalement la gestion thématique aujourd'hui. C'est de la transversalité. C'est de la transversalité, tout à fait. Sur une gestion secteur, on est vraiment sur de la verticalité. Là, on est transversal. Je crois que l'un et l'autre, vous avez des fonds Silver sur le vieillissement de la population. C'est un phénomène sociologique. Et puis, on va avoir de la santé et puis plein d'autres choses. Qu'est-ce que vous mettez dans un fonds Silver, par exemple, Estelle ? C'est vrai qu'un fonds Silver, on a toujours pensé que c'était un fonds santé principalement, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Nous, notre fonds Silver, il est Silver à travers le prisme de la consommation de la population vieillissante. Donc, il y a effectivement l'automobile, il y a des valeurs financières, il y aura des loisirs, il y aura effectivement des valeurs d'équipement médical, bien entendu. Donc, c'est tout cet ensemble qui crée finalement l'écosystème du vieillissement de la population. Thierry, alors on va pas faire un match, mais vous avez aussi un fonds Silver. Tout à fait, qui a plus de 10 ans maintenant d'expérience, exactement. Vous partagez un peu cette vision que nous présente Estelle. Tout à fait, c'est d'abord pas des fonds uniquement santé. Par contre, nous on a une approche assez puriste dans cette thématique-là, c'est-à-dire qu'on a effectivement, c'est l'économie des seniors en fait, la Silver Economy, donc tous les biens et services qui apportent un mieux-être aux consommateurs seniors, mais nous on a une vision assez restrictive de certains secteurs et donc on est globalement dans la santé, dans le loisir, dans la consommation, mais on va être un peu plus fin dans les secteurs adjacents, on va s'intéresser par exemple uniquement aux asset managers dans le domaine financier, dans l'assurance éventuellement, et puis il y a des secteurs dont on sera complètement absent comme l'automobile, à moins que demain il y ait des acteurs purs électriques qui s'adressent à une clientèle par exemple de seniors, ce qu'on peut imaginer. Oui, alors je comprends pas, vous dites qu'il y a des secteurs dont on sera moins présent comme l'automobile. Pourquoi ? Parce que les seniors n'achètent pas de voiture, parce que d'un point de vue ISR, ESG, qui est un autre
thème à la mode, vous trouvez que ça ne fait pas le job? Non, mais il y a des secteurs qui sont beaucoup plus en adéquation avec cette clientèle-là, donc tout ce qui est services financiers, mais pour préparer la retraite ou simplement assurer un suivi après. Également, tout ce qui est le loisir, on le voit à travers des secteurs, typiquement dans l'automobile. Alors, c'est pas l'automobile, mais on s'est intéressé à une société qui est bien connue en France comme Trigano, dans le camping-car, parce qu'on sait que la clientèle est majoritairement des seniors. Donc, on essaye d'être à chaque fois le plus en adéquation avec la cible du fonds que sont les seniors. Je rejoins un petit peu peut-être Thierry là, sur ce sujet. C'est vrai que la rigueur de la définition dans l'univers d'investissement est importante. Sur le vieillissement, justement, nous aussi, on va chercher à avoir un minimum d'impact sur un secteur du fait du vieillissement de la population. 15% minimum du chiffre d'affaires lié au vieillissement de la population est requis pour faire partie de cet univers d'investissement. Alors, je rebondis sur l'automobile. On a quand même des achats d'automobiles, notamment dans les véhicules de luxe, qui sont drivés, qui sont tirés par une clientèle exclusivement senior. Et c'est la raison pour laquelle, justement, le secteur automobile fait partie, tout comme les asset managers, et je te rejoins sur les asset managers, les asset managers sont les valeurs financières dans lesquelles on investit, tout comme donc les asset managers. C'est intéressant parce que sur un même phénomène sociologique de vieillissement de la population, sur une thématique de gestion, vous pouvez avoir des approches qui, à certains moments, vont diverger sur un secteur spécifique. Et en même temps, ce que j'entends chez l'un et chez l'autre, c'est que vous dites, l'approche thématique, c'est transversal. On n'est plus sur un silo vertical de secteur, on est vraiment transversal. J'ai l'impression que aussi, une des caractéristiques de l'approche thématique, c'est la rupture avec la primauté de l'indice. Quand j'écoute un peu les gérants que vous êtes... La liberté retrouvée par rapport à une gestion... La liberté retrouvée. Oui, parce que c'est quand même... La gestion indicielle a pris du poids extrêmement important, et la gestion passive, évidemment. Et donc, dans la gestion thématique, c'est le savoir-faire des gérants ou des équipes de gérants qui ressort. Et en particulier chez nous, toutes les thématiques se développent sur un double axe, large cap et mid cap. Et une caractéristique de la gestion thématique, c'est non seulement d'aller chercher les champions qui sont déjà reconnus, mais c'est évidemment d'essayer de trouver les futurs champions de demain. Et donc, une gestion thématique, pour nous, elle se décline à la fois sur le mode large cap et mid cap. Ouais, et dans une indépendance d'esprit par rapport à l'indice, hein. C'est la même chose pour vous? C'est la même chose chez CPR Asset Management. L'idée, c'est de s'exonérer de cette dictature du benchmark, qui fait que finalement, tous les fonds se ressemblent, tous les fonds ont les X plus gros poids de l'indice de référence. Contrôle de risque avec la tracking error. On gère sa tracking error. L'idée, justement, est d'aller rechercher, on en veut plus. Ce que l'on veut, ce sont des investissements diversifiants. Aller rechercher des valeurs qui répondent à la thématique, mais pas forcément les plus grosses valeurs de l'indice, des valeurs de taille moyenne, qui sont intéressantes, sur lesquelles il y a des potentiels d'appréciation du cours de bourse significatifs et qui vont nous permettre justement de créer de la valeur. Ça veut dire que quand je suis face à un gérant thématique, je m'attends à ce que ce soit une gestion de conviction un peu hors des sentiers battus. C'est ça? Ah oui, parce que ça peut introduire aussi pour moi en tant qu'investisseur un nouveau risque. Parce que si, c'est bien d'avoir un gérant de conviction, encore faut-il que ces convictions soient fondées et qu'il ait le nez creux. Et que la thématique soit assez large en termes de gisement d'investissement, pour qu'il y ait une répartition du risque sur des noms quand même qui ne soient pas trop concentrés. Mais objectivement, aujourd'hui, sur les thématiques qui sont développées, qu'on a évoquées, et d'autres, on trouve maintenant un gisement côté assez large, surtout quand on va jusqu'au mid-cap, voire à des small-cap, quand on a encore une taille suffisante pour investir sur ces segments-là. Et donc, on retrouve une gestion du risque qui est tout à fait bien répartie. Est-ce que, Thierry, vous évoquez le fait que, encore faut-il qu'il y ait un gisement associé à la thématique. Moi, j'ai l'impression, là, depuis 24-36 mois, qu'il y a une multiplication des fonds thématiques. Et on se demande parfois s'il n'y a pas un peu un effet de mode. On se demande s'il y a toujours réellement un marché, un gisement de valeur, ou si c'est pas parfois un peu tiré par les cheveux. Là encore, je crois qu'il faut être rigoureux quand on parle de gestion thématique, et c'est ce qui fera la force de nos maisons, hein. La rigueur dans la définition de l'univers d'investissement du fonds thématique. Et la création de cet univers d'investissement, finalement, qui est un peu notre ADN, nous, chez CPR Asset Management, c'est d'aller rechercher toutes les valeurs qui vont répondre à la thématique
et de les backtester pour savoir si ces valeurs vont créer ou pas de la valeur en amont de toute création de fonds. Ce qui veut dire qu'il y a un travail d'une année antérieure de réflexion pour valider justement l'intérêt réel de la thématique, l'univers d'investissement, comme le disait Thierry, est-il suffisamment large? Cet univers d'investissement nous permet-il d'être suffisamment diversifié pour justement réduire les risques de nos investisseurs? Cet univers d'investissement a-t-il créé de la valeur par le passé et sera-t-il capable d'en créer dans le futur? Voilà toutes les questions qu'il faut se poser quand on veut être rigoureux et créer des thématiques aujourd'hui sur le marché. Oui, parce qu'on peut assister à un vrai phénomène sociologique, le vieillissement de la population, l'éducation, tout ce qu'on veut. Et puis derrière ce phénomène sociologique, il n'y a pas nécessairement, c'est ce que vous disiez Thierry, hein, vous faites, Estelle dit, voilà, on valide en amont, j'imagine que vous aussi, avoir une bonne idée c'est bien, mais ça ne suffit pas. Non, absolument, mais moi j'ai envie de prendre un exemple concret chez nous, puisqu'on a lancé un fonds en septembre 2020 sur les nouvelles tendances de consommation, et typiquement on était parti de mi-2019 avec cette idée-là, on a regardé l'univers, qu'est-ce qu'il y avait, alors c'est un fonds qui est investi aux États-Unis et en Europe. On a défini cette géographie. On avait plus de 5000 valeurs quand on regardait les sous-secteurs qui pouvaient s'intéresser aux consommateurs, à destination du consommateur, puisque ce fonds met le consommateur, qu'il soit jeune ou vieux, au centre d'intérêt. Et donc, on avait trouvé 5000 valeurs. On les a réduits par certains aspects, contraints de gestion, etc., mais également de croissance, pour voir s'ils apportaient en backtesting des taux de croissance en chiffre d'affaires, en rentabilité. On arrive à un univers investissable de 500 valeurs pour ce fonds, qu'on a lancé en septembre, et on l'a réduit, nous, en termes de choix de valeurs, autour de 80 valeurs dans un premier temps. Donc tout ce travail en amont, parce qu'effectivement, une bonne idée ne fait pas nécessairement une bonne gestion thématique. C'est ça. Une bonne idée, un bon phénomène de société, c'est pas nécessairement un bon thème d'investissement. On va pas pitcher sur ce fonds, mais c'est quoi, quand vous dites les nouvelles tendances de consommation, c'est quoi? C'est l'abonnement? C'est effectivement l'abonnement, mais c'est tout ce qu'on voit à travers, nous on l'a lancé en septembre, mais on y avait pensé avant, mais avec la crise du Covid, on a vu l'explosion, par exemple, quelque chose de concret du e-commerce, et des sociétés qui étaient historiquement dans le monde réel, entre guillemets, mais même près de nous, je veux dire, une société comme Fnac Darty, qui est une société bien connue, a basculé au cours des 12 derniers mois dans un monde beaucoup plus digital, parce que le click and collect s'est développé, parce que les magasins étaient fermés. Donc même des acteurs historiques peuvent faire leur révolution parce que le consommateur accélère son changement de mode de consommation. La livraison de restaurants, la conception de repas à travers une société comme HelloFresh, qui est le numéro 1 aux États-Unis, qui il y a 3 ans était quasiment inexistante et qui est aujourd'hui le leader dans tout ce qui est packaging de repas à domicile. Mais ça c'est intéressant, ce que dit Thierry, une société HelloFresh aux États-Unis que je ne connaissais pas, cette transversalité, elle est trans-secteur, mais elle est aussi transnationale. Ça veut dire que vous allez chercher des valeurs qui répondent à votre thème, pas uniquement sur le marché français ou européen, voire en Asie, voire aux États-Unis, ce qui pose quand même un certain nombre de questions en termes de ressources. Parce qu'aller fouiller la cote américaine, les grandes valeurs, elles sont suivies par les analystes. Après, quand on va voir les valeurs moyennes, j'imagine qu'il y a moins de couverture et que c'est quand même c'est beaucoup de ressources humaines. Alors c'est vrai qu'il faut énormément de ressources. Tous nos fonds sont globaux, donc ils sont non seulement transversaux en termes de marché, mais également en termes de région, comme vous l'avez dit. Et les ressources, nous les avons, parce que nous sommes une boutique, certes dynamique, mais adossée à un grand groupe, le groupe Amundi. Et donc nous avons les ressources en termes d'analyse financière au niveau européen, au niveau international également, et je dirais même au niveau ESG, puisque quelquefois on parle d'investissement socialement responsable. Donc nous avons les ressources et nous utilisons ces ressources au sein de CPR Asset Management pour aller essayer d'être les meilleurs en termes de stock picking, en termes de choix de valeur au sein de nos univers d'investissement thématiques. Estelle, vous parliez de ESG, ISR, j'imagine que l'un et l'autre, comme tout le monde, vous êtes ESG, ISR proof. Depuis 2017, tous les fonds que nous avons lancés sont effectivement ESG, ont un profil ESG au sein de CPR Asset Management. Certains sont même labellisés. D'accord. Effectivement, on est dans le même processus et je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est pas nécessairement, c'est pas une contrainte, mais c'est assez naturel. Je pense que dans la gestion thématique, en plus, ça colle bien avec les gestions thématiques parce que ce ne sont pas des secteurs qui sont souvent, par exemple, créateurs de CO2, etc. Donc, je pense qu'il y a une légitimité, une
une proximité, j'ai envie de dire presque, entre l'ESG et la gestion thématique. Et c'est un processus qui, je pense, d'ici 18-24 mois, sera complètement réparti dans toutes les sociétés de gestion. Je ne sais pas si tu partages cet avis, mais je pense que pour l'ISR est une lame de fond. On a vécu, on a vécu justement le lancement de l'ISR il y a un peu plus de 10 ans, qui finalement n'avait pas pris. Là, réellement, l'ISR, parce qu'il y a une prise de conscience collective, c'est véritablement une lame de fond. Et c'est vrai que, comme tu le disais, ça va très bien, ça colle aux thématiques. Une thématique comme celle du défi alimentaire mondial que nous avons lancé est une thématique qui se devait d'avoir un profil ESG. La thématique défi alimentaire mondial, c'est quoi? C'est tous les problèmes de nutrition à travers le monde. Et on va avoir des valeurs liées à l'agrobusiness. Et puis... Exactement, à l'alimentaire, à la restauration, toute la chaîne de valeur ajoutée, du champ à l'assiette, qui va nous permettre justement de produire suffisamment, pas de recyclage, mais du champ à l'assiette, c'est-à-dire les produits du producteur au consommateur à travers les restaurateurs, bien entendu. C'est une thématique qui va nous permettre justement de répondre au défi alimentaire mondial, qui est de nourrir l'explosion de la croissance de la population mondiale aujourd'hui. Et la nourrir de façon justement durable. On le disait tout à l'heure, cette gestion thématique nous libère, je crois que c'est vous qui disiez, ça nous libère de l'indice. J'ai l'impression que ça nous libère aussi de schémas qu'on avait en termes de gestion value, gestion growth, il y a une vingtaine d'années, où gestion large cap, gestion small cap, mid cap, ça rend tout ça... pas obsolète, mais un petit peu dépassé, c'est plus le sujet. Oui, parce que dans la gestion thématique, on peut avoir des valeurs value qui collent à la thématique et qui vont peut-être demain devenir à nouveau des valeurs de croissance ou autre. Oui, donc, il n'y a pas une frontière, il y a des sociétés en restructuration. Simplement, on l'a vu pas mal au cours des dernières années, des sociétés qui évoluent, qui passent du statut de value, mais qui retrouvent une dynamique. Vous pensez à... Non, mais je ne sais pas, ou même des sociétés cycliques, mais par exemple, Trigano a connu dans la partie que j'évoquais de camping-car une période difficile, et parce qu'il y avait eu des normes, etc. C'était un peu ringard, quoi. Oui, tout à fait. Et puis d'un seul coup, hop, ça redémarre. Et puis c'est une société quand même qui est familiale. Moi, je pense que c'est important aussi de regarder la gouvernance de toutes ces sociétés, y compris dans une approche thématique. Et donc, encore une fois, je pense que ce sont des sociétés qui peuvent retrouver une dynamique. Et donc, value growth, j'ai envie de dire, c'est dépassé. Et puis, encore une fois, le large cap mid cap, c'est une nécessité comme l'ESG dans une gestion thématique. On ne peut pas se limiter. Nous, dans notre fonds Silver Plus, typiquement, on a mesuré ce que représentaient les grands labos, c'est 15-20% du fonds. Alors que même dans un indice sectoriel santé, en zone euro, c'est plus de 50% les grands labos. Donc on montre bien qu'on est complètement, non pas décorrélé, mais quand même à faire de la sélection de valeurs, à faire des choix de gestion de conviction. Encore une fois, qui parfois ne payent pas à un horizon très court, mais qui dans la durée, et c'est comme ça qu'il faut quand même regarder la gestion à la fois thématique et les actions en général, dans la durée, ça paye. Estelle ? Je suis tout à fait d'accord avec Thierry. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est que quand on gère sur des fonds thématiques, justement on s'appuie sur des grandes tendances qui sont à l'origine d'une croissance significative, et donc on investit sur des valeurs qui sont supposées offrir une croissance supérieure à celle du marché. Donc la plupart des thèmes ont quand même un biais qui est un peu croissance. Ça, mais je dis la plupart des termes parce que tous ne le sont pas. Quand on prend un fonds comme Global Disruptive Opportunities sur la disruption, sur l'innovation de rupture, et là je te rejoins aussi, on est sur un fonds qui a une certaine taille aujourd'hui, c'est-à-dire c'est un fonds qui une thématique qui atteint les 5 milliards, donc c'est quand même une thématique dans son ensemble qui pour le coup est très transversale, parce que la disruption, ça peut être dans les procédés, ça peut être dans l'approche commerciale. Alors justement, la disruption, ça aurait pu être de la tech seulement, des valeurs de tech. Nous avons choisi justement d'avoir un univers d'investissement large, puisque la disruption prend naissance dans la tech, mais crée des opportunités dans tous les secteurs de l'économie. Et dans ce fonds-là, on pourrait dire, mais il y a des GAFA parce qu'ils représentent 25% du Nasdaq. Ben non, finalement non. Nous, pour des raisons de valorisation, des raisons de choix de valeur, nous n'en avons pas et nous nous positionnons sur des valeurs de plus petite taille, des valeurs de taille moyenne, qui pour nous créent beaucoup plus de valeur. Et donc, on a finalement un biais qui peut être croissant sur un univers d'investissement, mais ce biais-là peut être différent. Et on a des thématiques aussi qui ne sont pas non plus des thématiques croissance. Des thématiques qui, justement, allient des secteurs qui n'ont pas un biais spécifiquement croissance, qui auront un biais un peu plus value, un peu plus défensif. Je parlais du défi alimentaire mondial tout à l'heure. C'est un peu plus défensif, un peu moins cyclique. Donc l'idée, c'est d'avoir justement une palette suffisamment large en termes de thématiques,
pour répondre à un environnement. Combien de fonds thématiques chez vous ? Nous avons 13 fonds thématiques. D'accord. 13 thématiques aujourd'hui. Alors, je crois qu'on comprend ce que c'est pour l'un et l'autre la gestion thématique, et puis on voit qu'il y a sur certains points vous convergez, et puis ponctuellement, on l'a vu sur un fonds Silver, vous pouvez diverger, et puis c'est ça la richesse de la gestion, parce que si on faisait tous la même chose, il y aurait besoin que d'un seul gérant, quoi, et puis c'est tout. On comprend ce que c'est la gestion thématique chez vous. J'ai envie de vous poser un peu une question abrupte, un peu rentre-dedans. C'est quoi votre légitimité à l'un et à l'autre dans la gestion thématique ? Parce que moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme l'ISR. Tout le monde arrive la main sur le cœur en me disant « je fais de l'ISR ». Et j'ai l'impression que je reçois régulièrement des communiqués de presse en disant « hop, moi aussi, je fais du thématique ». La légitimité pour nous, c'est justement, je vous le disais tout à l'heure, notre ADN. Elle peut être historique, elle peut être en termes de elle est justement historique. Notre premier fonds thématique lancé en 2009 sur le vieillissement de la population a donc un track record qui est très important aujourd'hui. L'équipe a été créée en 2015 et depuis 2015, nous avons lancé, puisque nous avons maintenant un nombre de thèmes importants, nous avons 13 thèmes. 13 gérants experts dans leur domaine dans cette équipe. Donc, assoit quand même une structure intéressante. Adossée, bien entendu, à un grand groupe qui nous permet justement, que j'avais évoqué tout à l'heure. Au-delà de ça, ce qui assoit notre légitimité, c'est la rigueur avec laquelle nous lançons nos fonds thématiques. C'est le travail qui est fait en amont pendant plus d'un an, pour certains. Le fonds social Impact sur les inégalités sociales, justement, que nous avons lancé il y a un an. On a mis 1 an et demi avant de créer l'univers d'investissement et de le définir clairement. Donc, ce travail qui est fait en amont assoit notre légitimité en termes d'acteurs, au-delà du fait que nous avons une gamme large, une équipe importante également, et des actifs sous gestion qui sont passés en 5 ans de 4 milliards d'encours à 13 milliards d'encours aujourd'hui. D'accord, c'est clair. Même question, Thierry, votre légitimité, parce que... J'ai envie de dire qu'elle est, chez Rothschild, un peu historique, parce que, évidemment, on a des fonds, et je le citais tout à l'heure, le fonds Real Estate, qui a plus de 30 ans d'existence. Real Estate, c'est pas un fonds sectoriel? Alors, à l'origine, oui, mais encore une fois, on l'évoquait tout à l'heure, la gestion thématique, elle n'existait pas au sens strict de la définition d'aujourd'hui, mais la première approche, l'esprit, c'était de venir sur des secteurs, et nous, encore une fois, on les aborde d'une façon, que ce soit les thèmes ou les secteurs historiques. On a un fonds également sur les mines d'or, par exemple, dans la gamme thématique. Et après, on a développé un fonds en 2010 donc sur la Silver Economy. Récemment, mais ça n'arrive que ponctuellement, quand il y a une vraie conviction adossée à une analyse du gisement, comme on l'évoquait tout à l'heure en termes d'investissement. Et également, nous, on essaye d'intégrer une dimension banque privée, puisqu'on est quand même adossé au groupe Rothschild, qui peut, justement, on peut parler de ce thème-là avec le client. Ce sont des choses qu'il peut partager, comme l'ESG qui est tout à fait bien partagé par n'importe quel type d'investisseur, mais une gestion thématique, ça permet de parler de choses concrètes. On sait ce qu'il y a dans le fond, alors que quand on achète un fonds comme historiquement un fonds géographique, par exemple, c'était la gestion du gérant en question. S'il y avait un changement d'équipe ou autre, ça pouvait évoluer de la value à la growth, par exemple. Ce que vous évoquez, c'est un peu la problématique du storytelling. Exactement. Quand on vend un fonds action américaine, ça existe depuis 30 ans, c'est difficile de faire rêver. Et c'est quoi? C'est une gestion value, large cap, mid cap, on ne sait pas. Et ça peut évoluer. Alors que quand on vend un thème, quand on a défini une gestion thématique, on est dans ce cadre-là. Après, c'est le savoir-faire des gérants ou l'évolution de ces équipes qui fait qu'il va y avoir une performance encore meilleure par rapport à une ancienne équipe. Estelle, le storytelling, c'est important. Justement, j'allais rebondir sur ce que vient de dire Eric, c'est déterminant. Je pense que c'est un des axes déterminants de la thématique, de la gestion thématique. L'idée, justement, c'est que notre client s'identifie, se reconnaisse dans la thématique, qu'il la comprenne. Et comprendre une thématique, c'est aussi important pour nous, asset managers. Pourquoi ? Parce que dans des périodes de turbulence, comme la période que nous avons connue l'année dernière, en 2020, justement, les clients qui ont compris ce dans quoi ils ont investi n'ont pas cherché à vendre. Et les fonds thématiques, il y a une meilleure rétention des fonds thématiques pendant la crise que des fonds. On a eu 2-3 périodes où il y a eu des recoveries un peu de secteurs abandonnés, de rattrapage du marché. On l'a vu notamment en novembre, par exemple, évidemment sous un angle très important. Mais toutes ces périodes de creux de certaines thématiques, ça a été le cas sur Silver Plus, ont été des opportunités pour les clients qui connaissaient le segment et qui étaient déjà investisseurs pour certains ou des prospects bien avancés, de rentrer dans des conditions de marché plus favorables. Le thème était au top au mois de juin.
avec la pandémie. Il a connu un petit creux en juillet-août quand il y a eu un redressement du marché. Il y a eu à nouveau une période un petit peu de relative sous-performance en fin d'année, quand les marchés se sont envolés avec l'annonce des premiers vaccins. Mais ce sont des opportunités pour les clients qui connaissent ces fonds-là de se dire, je sais que sur 5 ans, en moyenne, je devrais faire mieux qu'un indice général. Et donc, ce sont des opportunités d'entrée qu'ils n'ont pas toujours quand le thème est vraiment à la mode, comme on l'a connu au premier semestre 2020. Donc, meilleure stabilité des encours, c'est ça, Estelle. Et croissance des encours, parce qu'il y a une collecte significative sur les fonds thématiques récents. Pour les gérants, entre guillemets, est plus confortable, parce que sur le métier de gérant, il y a aussi gérer les entrées-sorties, avec parfois des mouvements un petit peu nerveux de la part des investisseurs qui rajoutent une contrainte supplémentaire. Tout à fait. Non, là, on est sur une stabilité des encours et une stabilité dans la hausse des encours sur les valeurs thématiques. Encore une fois, à partir du moment où on arrive à justement prouver que ces fonds thématiques permettent aux investisseurs de s'identifier, que ces fonds peuvent créer de la valeur aussi et que ces fonds justement permettent une certaine diversification, je crois qu'on a tout gagné. Et ces fonds thématiques, ils offrent un avantage pour les gérants et également pour les clients, je pense, c'est qu'on arrête de regarder quand même des performances à trop court terme. Oui. Et donc, le nez dans le guidon, toujours. Voilà, et puis qui empêche de s'écarter encore plus des indices ou autres. Et quand on a pu acquérir de la surperformance, entre guillemets, déjà par un historique assez long, c'est confortable, mais c'est quand même un élément de confort pour le client de dire, OK, ça sous-performe pendant 6 mois, mais la thématique est tellement porteuse et la gestion est efficace dans sa sélection de valeurs que dans les 18-24 mois, il n'y a pas de problème. Je rebondis là-dessus. C'est vrai que quand on lance un fonds sur la ville de demain, et qu'on l'achète aujourd'hui, on a lancé ce fonds-là il y a un peu moins d'un an, l'investisseur comprend que c'est un fonds qui va justement être intéressant sur au moins les 5 prochaines années. Donc il ne va pas vendre cette thématique à très court terme, même s'il y a un impact conjoncturel, une volatilité spécifique. Donc ces thématiques justement donnent de la lisibilité, de la visibilité également aux investisseurs. Thierry me tendait une perche, et vous aussi, Estelle, parce que vous m'avez convaincu, et elle est une autre question un peu rentre-dedans et un peu terre-à-terre. Est-ce qu'en termes de performance, c'est aussi convaincant ? Ah bah oui, bien sûr. Alors c'est vrai que notre équipe est assez jeune, je me lance, l'équipe a été créée en 2015, assez jeune, mais pas si jeune que ça. Maintenant, on a plus de 5 ans d'existence, mais on a des fonds thématiques qui existaient au préalable, notamment sur la Silver Economy. Et sur la Silver Economy, qui a été lancée en 2009, sur la période, il y a une véritable surperformance de cette thématique par rapport à l'indice de référence. Et pour les plus récents, le fonds sur la disruption, sur l'innovation de rupture, offre également sur les 4 dernières années de très belles performances relatives. D'accord. Mais c'est bien, et je salue votre réflexe qui est d'aller sur un fonds où il y a un long track record, parce qu'effectivement, parfois on a des gérants qui disent, regardez, sur les 3 derniers mois, c'était bien. Bah ouais, mais quand d'un côté on invite un investisseur à avoir un horizon de 4-5 ans, lui dire sur les 3 derniers mois c'était bien, c'est pas tellement pertinent. Même question pour vous, Thierry. Je vais rebondir en termes d'historique, à part le fonds immobilier, mais qu'on n'assimile pas trop à la pure gestion thématique. Mais sur le fonds Silver Plus, c'est pareil, il a été créé en août 2010, donc il y a 10 ans de retour, et on a une performance qui est largement supérieure aux indices larges, encore une fois, parce qu'il faut bien regarder un indice de marché action pour le comparer, sans dire qu'on va le suivre, mais dans la durée sur 10 ans, l'écart est tout à fait significatif. Alors, comment vous benchmarkez, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la gestion thématique, ça nous libère de l'indice, ça nous libère des schémas mentaux, croissance value, petite, large, moyenne cap. Il y a un moment, il faut bien un bench. Comment il n'y a pas de benchmark à proprement parler, puisque aucun indice n'est véritablement approprié à cette approche transversale des marchés. Alors néanmoins, on peut effectivement trouver des certificats ou des indices, ou construire même des indices pour avoir une idée de la création de valeur du gérant par rapport à un indice qui correspond à son univers d'investissement. Ça, c'est possible, c'est fait en interne, et c'est de nature à identifier s'il y a ou pas création de valeur, création d'alpha, comme on le dit, dans la gestion de cet univers d'investissement. Néanmoins, pour nos clients, il est important d'avoir un benchmark, d'avoir un référentiel, et l'indice de référence, on va le prendre le plus large possible. Pour les fonds globaux, ça peut être l'indice MSCI World, voire même l'indice MSCI World qui
inclut des valeurs émergentes. Ce qui fait que par rapport à cet indice, on peut effectivement avoir des phases de sous-performance, des phases de forte surperformance également. Néanmoins, sur du long terme, il devrait y avoir en tout cas création de valeur. Et c'est là tout l'intérêt de ces fonds thématiques. On essaie de montrer qu'on crée de la valeur de façon structurelle par rapport à un indice large. Néanmoins, on va être certain que le gérant, lui, va créer de l'alpha par rapport à un certificat. MSCI World pour les fonds globaux. Thierry, cette problématique du benchmark, parce que voilà, Estelle dit, il y a un moment, au client, il faut bien, quand on lui présente les performances, quand on lui rend compte, lui dire, parallèlement, il y a d'autres classes d'actifs qui ont fait autre chose. Écoutez, c'est le même raisonnement. Sur un fonds international comme celui que j'évoquais, le New Consumer Trends, qui est sur les nouvelles tendances de consommation, on va regarder un indice large mondial, le MSCI. Sur un fonds plus européen comme Silver Plus, on va regarder un indice Eurostoxx ou Stoxx, tout simplement. Mais pourquoi? C'est important parce que la légitimité de la gestion thématique, c'est de créer de l'alpha quand même. In fine, c'est pas de faire un thème qui est à la mode, etc. Il faut que ça apporte une plus-value par rapport à une gestion qui est généraliste. Et donc, le meilleur moyen de montrer cette création d'alpha, c'est de le comparer à un indice large. C'est une diversification, la gestion thématique encore. C'est pas la gestion dominante. Pour l'instant, on réalloue une partie de ce qu'on mettait dans les marchés globalement à une thématique en pensant qu'elle va surperformer dans la durée. Tant que ce n'est pas la gestion dominante, il faut un indice de référence. Question un petit peu naïve, et peut-être que je me trompe, mais par construction, j'ai tendance à penser que cette gestion thématique qui est transversale, qui n'a pas de limite géographique en termes de capi, de profil, growth, value, j'ai tendance à penser que ça donne des fonds moins volatiles. C'est vrai ou c'est une fausse intuition ou c'est une erreur? Cela va dépendre en fait des univers d'investissement. Effectivement, vous aurez des univers d'investissement qui, par définition, seront peut-être plus défensifs, investis sur des valeurs moins volatiles. C'est possible, mais vous avez des univers d'investissement. Alors là, je pense sur des univers d'investissement moins volatiles, je pense à nos fonds sur le climat, sur l'action climatique, le fonds sur l'impact social, qui sont des fonds qui justement adhèrent, en tout cas, ont un univers d'investissement qui est tout secteur, mais qui ont une prisme de thématique qui réfère au climat, principalement aux valeurs qui vont répondre... Et qui donc de ce fait ont certaines... qui vont répondre justement à un environnement qui limite le réchauffement climatique, au fond aux valeurs qui vont répondre à un impact social, donc des valeurs qui vont justement par leurs agissements limiter les inégalités sociales au sein de leur pays. Donc là, elles ont fait effectivement un environnement qui est peut-être moins volatile, des univers d'investissement moins volatiles. Et à l'opposé, on va avoir des fonds comme l'éducation, des univers d'investissement qui sont peut-être un peu plus restreints, des univers d'investissement qui sont sur des valeurs de plus petite taille, donc qui, par construction, amènent beaucoup plus de volatilité, et des univers d'investissement qui incluent des valeurs émergentes dans une proportion significative et qui sont donc plus volatiles. Donc, selon l'univers d'investissement, nous aurons des fonds qui auront un profil plus ou moins volatile. Mais globalement, c'est vrai que la gestion thématique, elle s'appuyait sur l'aspect croissance ou mégatrends. Donc, il y avait un biais, on l'a vu depuis 3 ans, sur la gestion croissance par rapport à la gestion value qu'on évoquait tout à l'heure. Donc, ça a été aussi porté un petit peu par ça. Et l'autre dimension qui peut rajouter de la volatilité, nous, on le subit, par exemple, on le voit en tout cas, on mesure dans un fonds comme sur les valeurs moyennes, sur les family business, qui donc les sociétés à actionnariat familial, où là, la taille des capis, quand il y a de la liquidité qui rentre ou qui sort sur le marché, amplifie les mouvements de marché. Et donc, vous voyez que même si globalement, la gestion thématique est effectivement, a priori, je pense, moins volatile, globalement, il peut y avoir des thèmes, et en particulier quand vous introduisez une dimension de mid-cap ou encore plus de small-cap qui peut fatalement ajouter de la volatilité. Mais la contrepartie, normalement, c'est que dans la durée, ça apporte aussi beaucoup plus d'alpha. Oui, et puis la volatilité, c'est pas nécessairement un tabou, un mal en soi. Ça dépend de l'horizon d'investissement qu'on a. Exactement. Ce sont des fonds actions, horizon d'investissement long. C'est un investissement de plus de 5 ans. D'accord. Autre question, un de vous deux l'a pas évoqué, mais m'y a fait penser... Ces fonds thématiques, ils ont quelle place dans les portefeuilles? C'est vrai que c'est un petit peu, par rapport aux schémas mentaux, en rupture, on l'a dit, par rapport à la place centrale qu'on accordait à l'indice, ou cette dichotomie entre croissance value, large, small cap. Du coup, ces fonds thématiques, c'est quoi? C'est de la diversification, c'est des satellites, ou est-ce que ça occupe une place
Ils apportent de la diversification, ces fonds thématiques. Bien entendu, c'est un élément, et Thierry en a parlé tout à l'heure, on investit encore une fois dans un sous-ensemble du marché. Oui. Donc, et on va extraire des idées intéressantes de ce sous-ensemble, donc on va créer justement de la diversification, puisque le fonds thématique, son univers d'investissement, va avoir peu de recoupement finalement avec un indice large. À côté de ça, on est aujourd'hui, enfin depuis plusieurs années, dans des gestions qui sont des gestions cœur satellite. Et les fonds thématiques ont très longtemps fait partie des satellites, des éléments diversifiants. Oui, on disait c'est sympathique. C'est sympathique, mais on va saupoudrer au départ de fonds sectoriels, maintenant de fonds thématiques, pour créer un peu de diversification. Mais on voit que récemment, finalement, ces fonds satellites ont peu à peu grignoté cette organisation et se situent finalement au cœur des portefeuilles de nos clients, pour la bonne et simple raison qu'il y a là aussi la concurrence de la gestion passive, et qu'en gestion traditionnelle, en gestion active, l'alternative à une gestion lambda, c'est justement la gestion thématique. Et elle va trouver tout son sens dans un portefeuille cœur au sein d'une allocation. C'est intéressant ce que vous dites, ça veut dire que avant je pouvais m'intéresser à un fonds Action Amérique États-Unis parce que, et maintenant on se dit j'ai acheté un ETF S&P 500, j'ai acheté la classe d'actifs en tant que tel, et puis à côté, j'ai vraiment... Je vais vous donner un exemple, le fonds sur la disruption que nous avons lancé il y a maintenant plus de 4 ans, c'était un fonds thématique au départ, c'est un fonds thématique. L'univers de la disruption, l'innovation de rupture, c'est une thématique en soi. Mais ce fonds et cette thématique touchent un nombre considérable de secteurs aujourd'hui. Il en fait finalement un fonds qui peut être un concurrent à un fonds global croissance, par exemple. Et donc, c'est vrai que là, on est sur du cœur de portefeuille, sur un fonds thématique qui répond en tout point à un fonds cœur de portefeuille. Thierry, même question, vous avez la même expérience chez Rothschild et compagnie gestion, du fait que pendant un certain temps, ces gestions thématiques étaient un petit peu satellites et on saupoudrait, comme dit Estelle, tiens, on va en rajouter un petit peu. Puis progressivement, ça s'est centralisé. Et ça devient un point d'ancrage des portefeuilles. Un cœur de gamme, oui, effectivement. Je pense que le sens de l'histoire, c'est d'aller vers de plus en plus de thématiques et de plus en plus de thématiques ciblées, je pense. Parce que typiquement, nous, on a eu une réflexion sur notre fonds Family Business en se disant, est-ce qu'on rentre du L'Oréal, du LVMH, qui sont bien connus, que les clients de la banque détiennent en direct? Déjà, on se dit non, on va faire quelque chose de plus ciblé, parce qu'eux ne vont pas aller chercher les valeurs familiales petites ou moyennes, et on va leur apporter un complément par rapport à leur position historique auxquelles ils sont naturellement attachés. Mais je pense que la gestion thématique va s'affiner, elle va beaucoup plus pointue à la fois sur les thèmes, mais également sur les sociétés en portefeuille. Nous, on a ce fonds-là et entre autres fait très attention à l'aspect gouvernance. Donc, on évoquait l'ESG tout à l'heure, mais on peut développer de la gestion thématique sur un des piliers de l'ESG en creusant beaucoup plus l'apport, notamment le G, parce que pour nous, dans une gestion de valeur moyenne, c'est clair que dans les valeurs familiales, le manager, l'histoire de la famille, et donc ça colle à l'ADN de la maison en plus, c'est tout à fait naturel. Et on sait bien qu'il y a des sociétés qui sont dans des secteurs parfois très difficiles, très cycliques, mais où le management fait la différence parce que, j'ai envie de citer moi Plastic Omnium dans le secteur automobile, qui est un secteur qui est quand même difficile, qui subit la révolution. En plus, une société qui est leader dans tout ce qui est échappement et qui demain va voir l'électrique prendre la part dominante. Il faut que la société se transforme. Elle a développé une expertise dans l'hydrogène qui est aujourd'hui beaucoup plus porteur, et donc ce sont des sociétés qui savent réagir, réinvestir et changer parfois leur business model beaucoup plus rapidement que des sociétés qui sont pas adossées. Après, j'ai envie de dire aussi qu'un fonds qui est extrêmement diversifié, en fonds thématiques comme celui de l'éducation dont je parlais tout à l'heure, qui offre une approche beaucoup plus basée sur des valeurs de petite taille et des valeurs émergentes, qui dans son profil, dans son univers d'investissement, aura des valeurs comme Chegg aux États-Unis, comme New Oriental ou comme Tal Education, qui sont des valeurs asiatiques, des valeurs chinoises.
C'est un fonds qui est extrêmement diversifiant. Néanmoins, la thématique, et justement avec la crise sanitaire que nous venons de vivre, cette thématique, elle devient de plus en plus cœur, puisque la digitalisation de l'éducation, finalement, est au cœur de nos économies aujourd'hui, avec la digitalisation de l'économie dans son ensemble. Donc là où une thématique comme l'éducation pouvait être perçue il y a quelques années comme un véritable satellite, finalement, se retrouve au cœur de nos économies, et donc finalement aussi au cœur de nos investissements. Et dans la même logique, on retrouve à la fois des points de superposition parfois entre certaines thématiques. Nous, on s'est intéressé particulièrement à l'occasion de la pandémie à la e-pharmacie, au développement de la digitalisation du secteur de la pharmacie. Et on a vu des avancées juridiques, notamment en Allemagne, qui vont voir émerger des leaders parce que la régulation s'emploie à digitaliser ce segment. Et des sociétés comme Zur Rose Group ou Shop Apotheke sont des sociétés dans lesquelles on a plutôt intérêt à regarder aujourd'hui, parce que ce sont sûrement les leaders de demain en Europe sur le segment de la e-pharmacie. On va bientôt arriver au terme de notre atelier. Une dernière question, mais en même temps, en vous écoutant, je me dis, cette question, c'est est-ce qu'il y a sur cette gestion thématique des contre-indications ? Et parfois, il y a des gestions, on se dit, ça convient plutôt à tel type d'investisseurs, les gens qui supportent ceci ou cela. Vous connaissez tous les questionnaires de risque. Est-ce qu'il y a des contre-indications à la consommation de gestion thématique ou pas ? Je n'en vois pas. Bon, c'est une gestion qui est effectivement à la base retail, mais qui devient de plus en plus institutionnelle. Donc, c'est une gestion en forte croissance. Je ne vois pas du tout de problématique. Je ne vois pas non plus. Après, il ne faut pas non plus faire de l'excès de consommation et n'avoir que ça, parce qu'on voit bien que parfois, il y a des périodes de marché. La diversification. Oui, quand même, parce qu'il y a des fois, les marchés remontent globalement, par exemple, pendant des courtes périodes de temps. Donc, il faut avoir une bonne diversification. On va conclure. Je vais demander à l'un et à l'autre de résumer, en 20 secondes, 30 secondes, soyons fous, votre proposition de valeur, comme on dit en marketing, sur le thématique. Si on devait retenir 3 idées, c'est quoi les 3 idées que vous souhaitez que nos auditeurs, les investisseurs retiennent ? Bon, je me lance. Allez, 3 Estelle. idées. La première, la gestion thématique, c'est une gestion d'histoire, porteuse de sens pour nos investisseurs. C'est une gestion qui est une gestion porteuse d'alpha aussi, donc qui crée de la valeur. Et c'est une gestion de diversification qui apporte de la diversification à un investisseur également. Voilà les 3 points qui me semblent intéressants. Très clair. Et je n'ai pas chronométré, mais c'était straight to the point. Bravo Estelle. Allez Thierry. Alors pour moi, c'est une gestion de conviction. C'est une gestion active qui est indépendante des indices, comme on l'a dit. Et encore une fois, c'est de la diversification, mais qui prend de plus en plus de poids par l'alpha qu'elle crée. Très clair. Merci à l'un et à l'autre d'avoir été avec nous. Je crois qu'on a avancé sur la compréhension de ce que c'est que cette gestion thématique et pourquoi effectivement on en parle de plus en plus depuis maintenant 2, 3, 4, 5 ans. Merci et je vous dis à très bientôt. Merci Frédéric, à bientôt.